Second débat de ce sens public consacré au manque de femmes scientifiques en France. La ministre de l'Éducation a lancé aujourd'hui un plan pour atteindre 30% de filles dans les classes préparatoires en 2030. Faut-il justement instaurer ces quotas? Comment lutter contre les biais sexistes, notamment à l'école? Quelles sont les conséquences de ce déséquilibre? On parlera de santé publique. Avant de répondre avec nos invités, c'est un reportage que je vous propose dans la prestigieuse école polytechnique qui peine toujours à attirer les étudiants de Flora Sauvage. 50 ans après son ouverture aux femmes, Polytechnique reste un bastion masculin. Cette prestigieuse école d'ingénieurs s'alarme du faible pourcentage de femmes parmi ses rangs. Il y a 2 années, on était à peu près à 21% et l'an dernier, on a eu une baisse constatée à 18% de femmes à l'entrée dans l'école polytechnique. Pour la première fois, et c'est des chiffres qu'on est en train d'essayer d'expliquer, de travailler, aussi une petite baisse du taux de réussite des femmes pour la première année depuis les 10 dernières années du concours. Carole et Caroline sont étudiantes en 2e année. Que cela soit au collège ou au lycée, elles ont subi des remarques sexistes. Il y a des personnes qui vont avoir des propos du genre « Oui, mais toi, de toute façon, ils ont vu aux oraux que tu étais une fille, ils t'ont rajouté des points. » Par exemple, quand moi j'avais des bonnes notes, c'est parce que je travaillais bien, alors que si un garçon avait des bonnes notes, c'est parce qu'il avait des capacités. Et autant c'est pas une mauvaise chose de dire ça, autant ça tient à faire croire aux filles que leur réussite est due à du travail et que donc le jour où elles seront en prépa, par exemple, elles ne réussiront pas parce que tout le monde travaillera. Au collège, je me rappelle par exemple que j'avais des bons résultats et j'avais un ami à moi, donc un homme qui avait également des très bons résultats comparables aux miens. Et lui, il se prenait aucune réflexion alors que moi, je me faisais traiter de suceuse par exemple. Parfois aussi, les filles, attirées par les filières scientifiques, ne se sentent pas légitimes. Moi, de base, je pensais que j'avais un manque de confiance en moi et que c'était un trait de caractère. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, mon sentiment, il était partagé par énormément d'autres filles en classe préparatoire. Donc, ce même sentiment de ne pas se sentir à la hauteur et de ne pas oser dire ses idées, que ce soit dans l'école, d'abord en classe prépa et ensuite pendant les oraux au concours. Pour Caroline, l'une des solutions afin de favoriser un meilleur accès des femmes dans les filières scientifiques serait de modifier les concours. En fait, le concours, il a tendance à vraiment favoriser le culot, donc que ce soit sur les écrits et sur les oraux. Et le culot, en fait, on se rend compte que c'est un trait qui est très masculin. Le culot, c'est que ce soit par écrit ou à l'oral, de proposer une réponse sans être sûr que ce soit la bonne et de commencer un raisonnement sans être sûr qui soit susceptible d'aboutir. Ainsi, pour lutter contre le faible pourcentage de femmes, cette étudiante de Polytechnique est favorable à la discrimination positive. Mettre en place des quotas, pas forcément pour mettre un 50%, mais pour juste encourager et dire aux filles qu'elles ont leur place en fait, dans ce genre de milieu. Ça pourrait aider, je pense, à augmenter la proportion de filles. Préoccupée par la sous-représentation des femmes, l'école polytechnique a davantage ouvert son recrutement aux filières des sciences de la vie, domaine plébiscité par les étudiantes. On essaye de recruter, nous, dans toutes les filières scientifiques. Donc, on a réouvert nos filières universitaires. On a réouvert dernièrement, d'ailleurs, la biologie, les sciences de la vie, les sciences médicales en filière universitaire, ainsi que dans les filières de classe préparatoire. La direction réfléchit aussi à une évolution du concours d'entrée. Le manque de femmes dans les filières, dans les métiers scientifiques, voilà le thème de notre débat. J'accueille Marie-Do Aeschlimann. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine, membre de la délégation aux droits des femmes et co-rapporteur de la mission d'information sur les femmes et la science qui est en cours ici au Sénat. Brigitte Autran, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous accueillir, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne et présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Charlotte Jacquemot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences cognitives, directrice du département d'études cognitives à l'École normale supérieure. Et puis je vais citer votre note parue à la Fondation Jean Jaurès, ressenti et discrimination de genre, ce qui freine la féminisation des filières scientifiques. Comment vous dire, on est vraiment au cœur de notre débat. Évidemment, Sophie Dravinel, vous êtes restée à mes côtés, éditorialiste politique. Alors, votre mission d'information, on l'a dit, je l'ai dit, elle n'est pas terminée, Marie-Do Aeschlimann. Malgré tout, quelles premières leçons vous pouvez en tirer ? Écoutez, nous avons démarré nos auditions maintenant il y a quelques semaines, au mois de février, et le constat est unanime. Il y a une sous-représentation caractérisée des jeunes filles et des femmes dans les études et les carrières scientifiques et techniques. Et c'est un fléau parce que nous avons besoin
de la mixité dans la société pour pousser notre pays, pour développer notre économie, pour apporter de l'emploi et pour répondre aux besoins d'égalité tout court. Et tous les intervenants que nous avons auditionnés jusqu'à maintenant vont dans le même sens. Il faut une action radicale et à tous les étages pour avoir des solutions maintenant parce qu'on ne peut plus attendre. Oui, et c'est pour ça que ce débat est passionnant. Ce n'est pas seulement un enjeu d'égalité, c'est aussi un enjeu beaucoup plus global, sociétal, de croissance économique, de santé. On en parlera évidemment dans ce débat. Alors Brigitte Autran, vous êtes le contre-exemple, je ne sais pas, ou l'exemple à suivre, parce que vous êtes professeur de médecine, vous avez dirigé de nombreux services, vous dirigez le COVARS aujourd'hui. Malgré tout, est-ce que vous êtes quand même parfois senti un peu seul ? Au début de mes études, oui. Au début de mes études, je crois qu'il y avait une proportion d'environ 30% de filles. Et pratiquement pas de femmes professeurs et pas de femmes chefs de service. Et puis petit à petit, pendant toute ma carrière, j'ai vu quand même mes collègues de mon âge, mes camarades de fac, devenir comme moi professeurs de médecine et accéder à des directions. Donc les choses changent. Et la médecine est probablement un domaine un peu particulier. Oui, il y a la médecine et les autres filières scientifiques. Les femmes vont plus en médecine que dans les filières scientifiques comme la physique ou les maths. Et encore, en médecine, on a une inégalité entre les disciplines. La chirurgie, la cardiologie sont des disciplines où il y a plus d'hommes que de femmes. La pédiatrie, l'ophtalmo, la dermato, il y a plus de femmes. Mais le point positif que je voudrais souligner, c'est que les choses avancent et qu'elles n'avancent probablement pas assez vite dans les autres secteurs de la science, mais elles avancent, en tout cas moi je l'ai vu, et je ne suis pas la seule à témoigner de cela. Donc je crois qu'il faut être positif et continuer à se battre. On ne va pas seulement noircir le trait, on va essayer aussi d'être positif. On va commencer par rappeler une évidence, Charlotte Jacquemot, le manque de femmes dans les filières scientifiques, c'est pas biologique, c'est pas cérébral. Parce que, bon, voilà, on pourrait aussi entendre ça parfois. Oui, alors quand on parle du plafond de verre, c'est sûr que si on regarde les chiffres et qu'on voit qu'il n'y a que 30% de chercheuses, il n'y a que 14% de présidentes d'université. Et quand on regarde dans l'innovation, là, c'est encore pire. Les brevets qui sont déposés par des équipes féminines exclusivement, c'est que 4% des brevets. Et exclusivement masculine, c'est 80% des brevets. Donc là, on se dit, est-ce que cette différence, elle est due à quelque chose de biologique ? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à atteindre ces mêmes niveaux de faculté ou de... Et quand on regarde... On a failli choisir un titre volontairement ultra provocateur, les femmes sont nulles en sciences. Oui, mais... Pour histoire de se faire des copines. Eh bien, on peut se poser la question quand on voit ces chiffres. Ouais. Et en fait, on ne peut pas complètement balayer comme ça d'un revers de main une différence biologique. Ouais. Et nous, notre travail, c'est de tester ça. Est-ce qu'il y a des différences ou pas ? Donc on peut tester à différents niveaux, on peut tester les bébés quand ils naissent, et ça c'est ce qu'on fait, et on remarque qu'il n'y a aucune différence entre les bébés de sexe masculin et les bébés de sexe féminin, que ce soit pour traiter les nombres, que pour traiter l'espace, pour traiter les objets. Et ensuite, donc vous leur faites des petites épreuves, entre guillemets, voilà, des tests qui sont adaptés au tout jeune âge. J'imagine. Quasiment dès la naissance, on peut tester les enfants. On a même un baby lab dans notre département. Okay. Et ensuite, on peut, au cours de la vie, tester comme ça les performances et regarder comment elles évoluent. Donc et c'est aussi, la société qui crée ça, quoi. Regarder ce qui se passe dans le cerveau. Ouais. Et quand on regarde le cerveau d'un homme et d'une femme, on observe de la variabilité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas plus de variabilité entre le cerveau d'un homme et d'une femme qu'entre le cerveau de deux hommes ou que le cerveau de deux femmes. Donc ça ne peut pas être ça qui explique les différences qu'on observe. Et si ce n'est pas la biologie, c'est bien des normes sociales qui vont induire ces différences qu'on observe. Et on va les détailler, évidemment, ces normes sociales. On a lancé ce thème de débat il y a à peu près deux semaines et on est rattrapé par l'actualité puisque la ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer son plan filles et maths pour s'attaquer justement aux stéréotypes de genre. Alors les mesures, on va dire, les plus marquantes, sensibiliser tous les enseignants dès la rentrée de septembre, ça passera par des heures de formation, création de classes spécialisées sciences en 4e, en 3e, constituées à 50% de filles, instauration de quotas dans les classes prépa aux grandes écoles, 20% de filles dès la rentrée 2026 et au moins 30% de femmes parmi les professeurs recrutés dans ces classes prépa scientifiques. On écoute Elisabeth Borne. Moi, ce que je constate, c'est qu'en classe prépa, la part des filles ne progresse pas et qu'on a même certaines classes prépa dans lesquelles il y a moins de 10% de filles. Les filles, quand elles voient des formations où il y a aussi peu de filles, où il y a autant de garçons, on va le dire, les filles hésitent à aller. Et moi, j'entends ces témoignages de jeunes filles qui disent « je ne veux pas aller dans une filière qui est trop masculine ». Alors, combien de filles dans les classes préparatoires ? L'objectif, c'est d'avoir
à partir de la rentrée 2026, au moins 20% de filles dans chaque classe préparatoire et de viser 30% en 2030. Et on rejoint tout de suite en duplex Céline Delogère, qui est dirigeante de My Data Machine et experte en intelligence artificielle. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mathématicienne de formation. Et alors, ces biais sexistes ou cette... j'allais dire autocensure, mais autocensure provoquée par le climat général. Je ne veux pas aller dans une filière trop masculine. Est-ce que vous l'avez ressenti ou des collègues étudiantes l'ont ressenti ? Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Oui, effectivement, donc moi j'ai fait un cursus de classe prépa, puis maths, puis informatique, puis recherche en informatique. Et effectivement, dans toutes les classes par lesquelles je suis passée, on était moins de 20% de filles, hein, même je pense beaucoup moins. Certaines fois, c'est pas toujours évident parce que, comme on sait, c'est déjà très sélectif, hein, les classes préparatoires, puis les examens, voilà, les maths et l'informatique, ça se veut sélectif. Et en plus, en tant que femme, on doit se faire une place. On se sent moins légitime quand il y a moins de femmes que d'hommes, beaucoup moins même de femmes que d'hommes. Donc, ce sont des biais qu'on rencontre en fait dès le collège et le lycée. Et donc, j'ai vu beaucoup de filles autour de moi qui étaient un peu découragées, qui avaient un peu peur de se lancer dans des filières très scientifiques. Mais bon, moi j'ai persévéré et je pense que c'est justement l'occasion de pousser plus de femmes et plus de vocations dans ces filières-là, parce que effectivement, on n'a pas un cerveau différent, donc on peut tout à fait réussir dans ces classes-là. Et il faut des rôles modèles, on l'évoquera ça, parce que effectivement, on peut... Enfin, le machisme ambiant, quand on est 5 ou 6 ou 10% de femmes dans une classe, je pense qu'on le subit encore plus forcément que dans une classe à parité. Je vous posais la même question à toutes sur les quotas. Parce que il y a eu ce débat, par exemple, sur la politique il y a quelques années, ou sur les conseils d'administration ou les comex des entreprises. Est-ce que vous y êtes favorable, Brigitte Autran ? Est-ce qu'à ce moment-là, aujourd'hui, de la situation, il faut des quotas ? Je pense qu'il y a un moment où, effectivement, une politique de quotas devient nécessaire. Si, effectivement, dans certaines disciplines, la proportion de filles est trop faible, il faut donner un élan pour que ça se rétablisse. Le danger des quotas, c'est qu'on dise ensuite à une fille « Ah oui, mais toi, tu es là parce que tu fais partie d'un quota et non pas parce que tu as le même niveau d'intelligence. » Donc, il faut vraiment faire attention à ça et il faut le manipuler avec précaution. Et je pense que c'est vraiment une politique de dernier recours quand on ne peut pas faire autre chose, ou bien une politique d'urgence, mais qu'il faut savoir arrêter et moduler. Avec cet objectif donné par la ministre Elisabeth Borne, au moins 20% de filles dans chaque classe préparatoire à la rentrée 2026, Marie-Do Aeschlimann, pardon, mais encore faut-il les trouver ? Bien sûr. Je pense qu'il faut créer le vivier. Vous vous interrogez sur les quotas. Moi, je suis entrée en politique à la faveur de la loi qui a permis les premières élections en parité des femmes sur des listes municipales en 2001. Oui. Et depuis 25 ans, donc, je suis élue locale et aujourd'hui sénatrice. Et je suis bénéficiaire de cette politique de quotas qui a eu de vraies réussites, un vrai impact pour permettre aux femmes d'accéder à des responsabilités politiques. Mais je pense qu'il faut quand même mettre la politique de quotas, quand elle existe, au bon endroit, le bon curseur. Et je pense qu'il faut constituer ce vivier le plus tôt possible, et dès l'école primaire. Parce que si vous laissez aller au CP-CGE, aux classes préparatoires, et qu'à ce moment-là, vous sélectionnez en appliquant une politique de quotas, vous avez laissé se désespérer et s'éloigner de carrières potentielles qui auraient pu être positives toute une génération de jeunes filles qui sont parties vers d'autres... On reviendra sur les biais ou les stéréotypes qui démarrent très très tôt effectivement dans la scolarité, mais à l'instant T, c'est peut-être quand même le moment qu'il faut y aller. Il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. Oui. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et comme on stagne depuis de nombreuses années, maintenant les quotas, c'est la bonne solution. Bon, votre avis, même question. Ouais, alors les quotas, je pense que c'est un dispositif qui est essentiel, mais qui doit être accompagné et bien compris. Et bien compris, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas assez de filles qu'on va le mettre en place, c'est aussi parce qu'en fait les filles, elles ont eu des obstacles tout au cours de la vie. C'est vraiment, elles nagent à contre-courant quand elles veulent faire des sciences, alors que les garçons, ils sont dans le bon sens du courant.
les jouets qu'on leur a offerts quand elles étaient petites sont hyper genrés. Dans les familles, il va y avoir un environnement très genré aussi. À l'école, on va renforcer ces biais de genre. Et la culture, les vidéos, les séries ne vont faire que renforcer cette culture genrée. Et donc ça va être des obstacles qui s'accumulent à chaque étape de la vie. Et quand on arrive aux classes prépa, en fait, les obstacles sont encore plus présents. Donc les quotas, c'est vraiment pour rétablir cet équilibre, pour réparer cette inégalité qui a été accumulée, acquise tout au cours de la vie. Donc ça, il faut bien comprendre pourquoi on veut mettre en place des quotas. C'est pas juste parce qu'il faut sauver les filles pour qu'elles puissent aller en sciences. C'est parce que vraiment, elles ont eu plus d'obstacles que les autres. Et accompagner, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment tout au long de la scolarité qu'il faudrait y penser et dire qu'on va les mettre en classe prépa. Comment on va faire ça concrètement? Est-ce qu'il va y avoir les internats aussi qui vont accompagner ces jeunes filles qui arrivent en classe prépa? Parce qu'elles ne vont pas arriver toutes de Paris. Il y en a qui sont de province. Oui, bien sûr, ça suppose un peu d'organisation. Voilà, je ne suis pas sûre qu'à la rentrée, ce soit vraiment prêt. Ouais. Sophie, vous vouliez intervenir? Oui, non, mais c'était... non, vous l'avez très bien dit. Donc, bon, très bien. Je laisse poursuivre. Ok, très bien, parfait. Je pensais que vous m'aviez fait signe pour intervenir, mais je veux bien demander à Céline Delogère aussi votre avis sur les quotas. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, aujourd'hui, c'est une mesure d'urgence. Parce que là, on parle de 20%, mais moi, quand j'étais en classe prépa, on était moins de 10% de filles dans nos classes. Et on n'est pas encore en train de dire il faut 50%. Donc c'est vraiment une mesure d'urgence qui est là pour accompagner un changement fondamental et essentiel. On n'a pas le choix pour lancer des nouvelles vocations de femmes que de mettre en place une mesure comme ça. Donc oui, je suis favorable et je suis persuadée que ça fera naître de nouvelles vocations. Et d'ailleurs, dans le reportage, on était à Polytechnique en ouverture de ce débat, on est plutôt dans une tendance baissière, c'est-à-dire que le pourcentage de femmes est en train de baisser. Est-ce qu'il y a un rôle des femmes quand elles accèdent à des postes de responsabilité? Oui, je crois vraiment que si on peut mettre en lumière les femmes qui réussissent et qui occupent des postes importants. On a parlé des présidents d'université. Moi, je fais partie d'une université, Sorbonne Université, dont la présidente est une femme. La précédente ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, était la présidente de Paris-Orsay. Donc, il y a des femmes qui sont présidentes d'université et qui sont mises dans la lumière. Et d'ailleurs, Polytechnique est désormais dirigée par une femme. Il y a également des femmes qui dirigent des grands instituts de recherche médicale. Je pense en particulier à Yasmine Belkaïd qui dirige l'Institut Pasteur, à Valérie Verdier qui dirige l'Institut Recherche et Développement, à Elisabeth Claverie de Saint-Martin qui dirige le CIRAD. Donc il y a des femmes qui dirigent des grands instituts de recherche en sciences et il faut les montrer. Il faut les faire parler et leur demander quel est leur parcours. Je suis ravie d'être là, mais voilà, il y a d'autres femmes qui réussissent très très bien et mieux que moi. Et elles servent de modèle. Moi, j'ai eu des modèles féminins dans ma vie qui m'ont drivé, qui m'ont permis de me dire, bah oui, c'est possible, on peut y arriver. Lesquels? Je pense par exemple à un professeur, un chef de service de pneumologie, quand j'étais interne en pneumologie, le professeur Isabelle Cobarère, qui m'a révélé le fait que oui, une femme accomplie pouvait être chef de service. À l'époque, c'était encore difficile. Voilà, donc il y a des modèles et je crois qu'il faut les utiliser, les mettre en lumière. On parle de biais et de stéréotypes. Et c'est pas exactement la même chose, Charlotte Jacquemot. Je veux bien que vous fassiez un peu de pédagogie. Alors, le stéréotype, c'est cette idée, les filles sont nulles en maths. Voilà, c'était ça. Vous vouliez utiliser ça comme titre. J'ai assumé. C'est ça c'est le stéréotype. Ce stéréotype-là, il va agir auprès des jeunes filles. Et quand elles vont devoir faire un exercice de maths, elles vont avoir ça en tête. Et effectivement, elles vont avoir des résultats qui sont moins performants que les garçons en maths. Donc, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Cette idée fausse, ça va affecter leur performance. Donc ça, c'est la menace du stéréotype. Et les stéréotypes, ils vont aussi affecter ceux qui vont juger les filles qui sont autour, qui vont biaiser leur vision des femmes. Et donc là, ça devient un biais. Ça peut être un biais de recruteur, alors, ça peut être un biais de recruteur. Avec un CV, il y a des expériences qui ont montré qu'un même CV, où on change juste le prénom, il y a un prénom de garçon ou un prénom de fille qui est envoyé à des personnes qui vont recruter quelqu'un pour travailler dans une équipe de recherche. Et on demande à ces personnes de juger les compétences qu'ils estiment de la personne, est-ce qu'ils ont envie de l'employer, quel salaire ils vont lui donner. Et en fait,
les personnes qui ont reçu le CV avec le prénom de garçon ont jugé toujours que le garçon est plus compétent. Vous dites les personnes, plutôt les hommes quand même. Non, alors ça n'a rien à voir avec le genre de la personne. Non, on vit tous et toutes dans la même culture, on est tous et toutes biaisés, de la même façon. D'accord. Marie de Schliemann. Ce qu'il est important de dire aussi, pour compléter ce qui a été dit excellemment, c'est que le stéréotype, c'est une construction sociale. Autrement dit, ça nous donne une chance d'aller contre cette construction en rétablissant les choses. Ce n'est pas lié au sexe. Fille, ça ne veut pas dire nul, et garçon efficace, génial et performant. Donc c'est à nous de prendre les choses en main pour faire en sorte que ces stéréotypes soient remis à leur place. Alors, je le disais tout à l'heure, ce déséquilibre n'est pas seulement choquant, il a des conséquences concrètes dont on parle tout de suite avec Audrey Lehetaz. On va parler santé. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bienvenue. Ce manque de femmes dans la recherche scientifique entraîne des conséquences sur la santé des femmes en général. En effet, Thomas, c'est ce que révèle une étude publiée dans la revue Science. La plupart des recherches sont menées par des hommes sur des hommes et ça pose des problèmes très concrets, notamment en matière de santé cardiovasculaire, car les symptômes ne sont pas les mêmes, par exemple, chez les femmes ou chez les hommes. Et les femmes, elles ont été moins bien étudiées, donc elles sont moins bien diagnostiquées et de facto moins bien traitées. Par exemple, on sait tous reconnaître le signe d'un infarctus chez un homme. Il peut y avoir des douleurs à la poitrine, au bras gauche. Mais ce qu'on sait moins, c'est que chez les femmes, ce sont plutôt des douleurs à la mâchoire, des nausées ou des vertiges. Est-ce qu'on peut aussi parler de retard sur les maladies qui touchent spécifiquement les femmes ? L'exemple le plus parlant, c'est peut-être celui qui a été médiatisé ces dernières années, l'endométriose, qui est connue depuis un siècle, qui touche une femme sur 10 et pour laquelle il n'existe pour l'heure aucun traitement. Il y a aussi le cas de la péridurale. Près de 20% des femmes qui en ont bénéficié estiment qu'elle fonctionne pas ou mal. Et on n'a pas forcément de clé, ou en tout cas trouvé de clé pour ça. Et pendant de nombreuses années, les femmes ont aussi été absentes des essais cliniques. Alors, ça tend un petit peu à changer, mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, on a pu mal constater les effets secondaires qu'elles peuvent rencontrer, mais ça va même plus loin, avec une situation ubuesque. Le médicament Adi contre le manque de désir féminin a été testé sur 23 hommes et seulement 2 femmes pour déterminer ses effets lorsqu'il était pris avec l'alcool. Cherchez l'erreur. Oui, effectivement. S'il y avait plus de femmes chercheuses, est-ce qu'elles s'intéresseraient plus aux femmes ? Oui, et pour s'en rendre compte, des chercheurs ont analysé 440 000 brevets médicaux déposés aux États-Unis entre 1976 et 2010. Il en ressort que les brevets déposés par des équipes d'inventrices sont 35% plus susceptibles de se concentrer sur la santé des femmes. Les femmes, dans cette étude, elles représentent 25% des inventrices. Si ce chiffre atteignait 50%, soit la moitié des inventions, il y aurait 6500 inventions de plus centrées sur des femmes aux États-Unis. Les essais cliniques sont aussi concernés. Quand une femme dirige l'étude, elle a à chaque fois plus de sujets féminins parmi les participants. Merci beaucoup Audrey. Tiens, je vais m'offrir un autre stéréotype sur les hommes sont douillets. Si c'était les hommes qui accouchaient et que la péridurale ne marchait pas une fois sur 5, on aurait sûrement trouvé une péridurale qui fonctionne beaucoup mieux. Bon, je redeviens sérieux parce que est-ce que c'est pas quand même en train d'évoluer ça en matière de santé ? Si, tout à fait. Et puis cette étude qui a été citée est tout à fait valable. Simplement, il ne faut pas simplifier les choses. Il y a des règles en recherche clinique, en recherche médicale, et on doit inclure, en fonction du sujet, la population appropriée. Donc cette étude qui est citée avec 23 hommes qui testent un médicament sur le désir féminin, ça n'a pas de sens. De toute façon, une étude clinique sur 23 personnes, ça n'a pas de sens, c'est trop petit. Mais qu'il y ait des études en cardiologie qui portent plutôt sur les hommes, ça pouvait être justifié par le fait que très longtemps, l'infarctus a été quand même beaucoup plus fréquent chez l'homme que chez la femme, même si on exclut des biais de méconnaissance. Si l'on teste des vaccins, c'est ma spécialité, eh bien là, ce qu'on appelle le sex ratio, c'est-à-dire la proportion d'hommes et de femmes, elle est strictement identique. Vous, quand vous testez un vaccin, vous êtes professeur en immunologie, c'est 50-50. Et la plupart des médicaments, s'ils n'ont pas trait à une pathologie genrée, eh bien, ils incluent le même pourcentage d'hommes et de femmes. L'autre point que je voudrais dire sur ces études qui émanent des États-Unis, aux États-Unis, alors là, il est vrai qu'il y a un manque de femmes en sciences et un manque de femmes en recherche beaucoup plus important qu'en France et en Europe.
moi, très souvent, quand je suis allée faire des conférences aux États-Unis, j'ai été prise en aparté. On me demandait, mais comment faites-vous pour arriver à faire de la science en étant une femme? Je crois que les États-Unis, c'est vraiment un pays très particulier. Il faut faire attention à ne pas extrapoler systématiquement l'Europe. Est-ce que justement la France, elle se situe où, Marie-Do Aeschlimann? Alors, les chiffres dans le monde, c'est 28% de femmes qui exercent ces professions. La France, 25%. Mais dans certains pays, ça peut être 42%. L'Algérie, la Tunisie, 46%, 53% au Kazakhstan. Donc ça veut dire que on peut encore évoluer. Oui, il y a de la marge de progression. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a un autre effet négatif, et là, on va parler plutôt d'économie sur les métiers en tension. Il manque en France plus de 20 000 ingénieurs formés chaque année et 60 000 techniciens. C'est la DARES qui nous donne ces chiffres sur les techniciens. Et alors, je me tourne de nouveau vers Céline Delogère, parce que là, on va parler de l'économie du numérique, des secteurs de la tech, qui a besoin de recruter. Et là, je m'adresse à la chef d'entreprise. Est-ce que vous avez du mal à trouver des femmes ingénieurs ? Alors, je dois dire que j'ai eu beaucoup d'échos à ce sujet, comme quoi c'était dur de trouver des femmes ingénieures. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que avoir une entreprise créée par une femme, donc nous on est 2 associés, mon associé donc un homme et moi-même une femme, et je pense que ça suscite plus de talents féminins à postuler et à se lancer dans le process de recrutement. Donc, nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 80% de femmes chez My Data Machine, ce qui est vraiment exceptionnel pour le secteur de la tech. Et je dois dire qu'en fait, on laisse une place toute particulière aux femmes, et je pense qu'elles se sentent intégrées dès le process de recrutement. Donc, mettre des femmes à des postes clés, à la fois dans le process de recrutement, mais à la fois à la tête d'une entreprise, je pense que ça favorise et ça attire les talents féminins. Vous pilotez, Charlotte Jacquemot, le programme Femmes et Sciences à l'École Normale Sup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce domaine particulier des ingénieurs, des techniciennes, pour faire monter les stats? Mais alors, il n'y a pas une solution, mais il y en a plein. Non, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, ce serait trop facile. C'est toutes celles-là qu'on essaie de mettre en œuvre. La première solution qu'on a eue, donc, on avait vraiment un problème de parité en mathématiques, en physique et en informatique, sans surprise. Et il y a 2 façons de rentrer à l'ENS. Il y a le concours après la classe prépa, où il y a un concours qu'on appelle normalienne étudiante. Et sur ce concours-là, on a pu agir. Et en fait, toutes les filles qui rentrent via ce concours-là, on finance leur scolarité. C'est-à-dire qu'elles ont un salaire de 1 000 € par mois, toute la durée de la scolarité, pour les attirer, pour leur dire c'est possible aussi, parce que voilà, ça a eu des super résultats. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. La première année où on a fait ça, on a eu la parité en physique. La deuxième année, la parité en maths. Et là, c'est la 3e année. Et j'espère que je pourrai aussi être annoncée d'aussi beaux résultats. Bon. Donc, en fait, il y a aussi des incitations qui peuvent être faites. Parce que parfois, c'est compliqué de venir à Paris. La famille ne va pas financer tout à fait de la même façon les études du garçon et de la fille. Ces problématiques-là, on doit les avoir en tête. Ouais. Et parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, Marie-Do Aeschlimann, même parlons de croissance, de produits intérieurs bruts, enfin voilà, la France se prive de richesses. Le coût de la sous-représentation des femmes, c'est 10 milliards d'euros par an. C'est énorme. Donc, on recherche des compétences, on les a. Dans les secteurs d'estime, bien sûr, les ingénieurs, dans le numérique, la tech, par essence, c'est une filière d'avenir. L'intelligence artificielle, dont on aura besoin beaucoup dans les futures années, il faut que les femmes investissent aussi ces secteurs et qu'elles aient confiance et qu'elles s'impliquent dans des études qui leur permettent d'être aussi excellentes pour reprendre la main. Alors, quand on regarde 125... Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire particulièrement en intelligence artificielle. Si on veut que l'intelligence artificielle reflète la pensée humaine, il faut vraiment intégrer la pensée des femmes. Évidemment. Ne nous privons pas de la moitié de l'humanité. Quand on regarde 125 années de prix Nobel, il y a seulement 6% de femmes lauréates dans toutes les catégories scientifiques. Et pourtant, certaines auraient mérité cette récompense. Elles ont été oubliées. Et vous allez nous parler, Sophie, d'un phénomène qui est bien identifié dans l'histoire des sciences, l'effet Mathilda. Le fameux. En tant que femme, si je connais dans l'histoire la propension des hommes à s'octroyer les honneurs dévolus aux femmes, j'ignorais jusqu'à il y a encore quelques temps qu'en science, ce phénomène portait un nom, et c'est donc l'effet Mathilda. Il décrit qu'en matière de grandes découvertes, sauf exception, les femmes restent plutôt à l'ombre des hommes, voire totalement à l'ombre des hommes. Il a été développé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, qui était née aux États-Unis en 1944, et elle a développé
un phénomène en partie identifié par un compatriote sociologue, donc, que lui a appelé l'effet Mathieu, et que l'on peut résumer ainsi: on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, sauf que là, on comprend bien que c'est incomplet. Absolument, et selon les observations de Margaret Rossiter, cet effet Mathieu est démultiplié lorsqu'il concerne les découvertes scientifiques des femmes. Et le nom Mathilda est d'ailleurs hommage à la militante féministe Mathilda Jocelyn Gage, qui avait anticipé ça à la fin du 19e siècle, bien avant le sociologue Merton, donc, et son effet Mathieu. Et alors, elle fait remonter ça assez loin dans le temps, finalement. Oui, au Moyen-Âge, on peut, même si les affaires sont encore assez douteuses, mais en tout cas, à l'histoire d'une Italienne, Trotula ou Trotta de Salerne, qui était une médecin gynécologue, dont le nom disparaîtra à l'ombre des siècles et de la virilité, et dont la condition de femme a toujours été, d'ailleurs, interrogée. Et puis alors là, on pourrait maintenant se lancer dans une liste qui nous mènerait bien après la fin de l'émission. Les femmes écartées ou invisibilisées sont nombreuses. Eh bien, savez-vous, par exemple, qu'en France, Emma Chenu sera la première licenciée de mathématiques en 1863, mais qu'il faudra attendre 1972 pour que Polytechnique ouvre sa porte aux femmes. Et ce n'est que l'année suivante, en 1973, que le Collège de France, créé quand même en 1530, ouvrira les siennes en offrant pour la première fois à une femme le titre de professeur, et c'était à Jacqueline de Romilly. Et pendant ce temps-là, les femmes œuvrent à l'ombre. Margaret Rossiter cite Lise Meitner, dont les travaux sur la fission nucléaire avec Otto Hahn ne lui ont pas valu de partager le Nobel en 1944. On pense aussi à l'Autrichienne devenue américaine Edith Lamarr, que vous connaissez sans doute comme une grande actrice, mais dont la beauté avait comme éclipsé le génie, mais qui fut aussi, en 1942, celle qui a conçu un encodage d'informations par radiofréquence à l'origine de la téléphonie et du Wi-Fi. Et on pense encore à l'astrophysicienne Vera Rubin, théoricienne de la matière noire dans les années 1970, et à tellement d'autres dont les noms sont inscrits au livre des femmes scientifiques. Et on connaît pourtant l'importance des rôles modèles, Charlotte Jacquemot. Toutes ces femmes-là invisibilisées, on en a cité quelques-unes seulement, une toute petite partie de celles qui ont été... Elles pourraient servir, ou elles auraient pu servir de rôle modèle. Alors, je voudrais même rajouter à cette liste, quand même, en 2024, le prix Nobel de médecine a été attribué à Victor Ambros et Gary Rugvein, et en fait, pour le micro-RNA. Ils ont eu ce prix Nobel. Et quand on regarde les articles qui sont cités pour expliquer qu'ils ont attribué le prix Nobel à cette équipe, les articles sont écrits, la première autrice des articles, elle s'appelle Rosalind Lee. Il se trouve que c'est la femme de Victor Ambros. C'est dingue. Alors, j'allais vous poser la question après en disant quand même c'est plus le cas aujourd'hui. 2024, la première autrice, ça veut dire que c'est elle qui a fait le travail, c'est elle qui a écrit les articles scientifiques. Elle n'a pas été remerciée, elle est juste sur la photo. Mais pardon, alors il y a la responsabilité de son mari ou de ceux qui sont venus prendre les prix. Des époux qui épousaient des femmes scientifiques parce que par concurrence, pour éteindre la concurrence. Oui, mais alors il y a aussi la responsabilité du Nobel. Et de Nobel. Donc ça a été un peu une discussion de niche entre chercheurs, chercheuses, où on s'est dit pourquoi pas elle. Oui. Alors je repose la question des rôles modèles, parce qu'à quel point ils sont importants. Les rôles modèles, c'est super important pour se projeter, pour se dire que c'est possible, et pas un seul rôle modèle, pas Marie Curie, qui là, c'est le rôle modèle qui ne sera pas possible à atteindre. Il y a trop le double prix Nobel, ça, c'est pas possible. C'est bien, parce qu'elle a même battu les hommes, en l'occurrence. C'est la seule. Quand il y a une intervention dans une classe, dans des classes de terminale, quand il y a l'intervention d'une chercheuse, et on prend des classes où c'est plutôt des classes scientifiques, où il va y avoir après un départ vers des classes prépa scientifiques, s'il y a une chercheuse qui intervient, on passe d'un quota de 30% de filles qui vont aller en classe prépa à 45%. En gros, il y en a une ou deux en plus qui vont aller en classe prépa scientifique. Donc ça joue vraiment un rôle, c'est vraiment efficace. Quand vous êtes un rôle modèle, je ne sais pas. Mais si, moi je vous le dis. Et donc, est-ce qu'il y a des étudiantes qui sont venues vous voir en vous disant merci, merci parce que vous étiez là, quoi. Merci, non, mais plusieurs fois des étudiants sont venus me voir en me demandant comment on faisait pour avancer. Que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, modestement, on essaye d'expliquer son parcours. Effectivement, peut-être qu'en médecine, on a moins ce réflexe genré que dans d'autres disciplines. Mais néanmoins, il faut se battre. Et surtout, les filles ont besoin de montrer beaucoup plus leur capacité qu'un garçon. Pour arriver à un poste égal, je pense qu'il faut qu'une fille travaille beaucoup, beaucoup plus. Il faut qu'elle soit prise au sérieux. Il faut qu'on ne lui demande pas « mais quand est-ce que vous ferez vos enfants ?» Voilà. Il y a énormément de barrières qui font que
on n'avance pas quand on est une femme. Donc quand on y est arrivé, on essaye d'expliquer comment on l'a fait. Et malheureusement, c'est quand même beaucoup par le travail, par des quantités de travail. C'est aussi par le fait qu'on a un compagnon ou un mari qui a été tolérant et qui a accepté qu'on travaille beaucoup. Des enfants qui ont accepté qu'on travaille beaucoup. Enfin, c'est un milieu familial qui a permis ça. Et malheureusement, peut-être qu'il y a là aussi des barrières sociales très importantes. Qui sont encore trop lourdes. Marie-Do Schliemann, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre place d'élu, sénatrice, mais auparavant, quand vous étiez maire, pour promouvoir ces rôles modèles? Écoutez, moi je pense qu'il faut créer les conditions pour que les jeunes filles d'abord retrouvent la liberté de faire un choix, le choix de leur goût, le choix de leur passion. Se dire que c'est possible, bien sûr, et puis agir à tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, je pense bien sûr à l'éducation nationale, à la posture des enseignants. Parce que la posture des enseignants, le regard qu'un enseignant porte sur un élève, qu'il soit fille ou garçon, n'est pas toujours le même. Oui. Les filles sont consciencieuses et travailleuses, les garçons sont géniaux et performants. Je vous interromps et vous allez pouvoir conclure la démonstration, parce que je vous propose d'écouter tout de suite Laure Saint-Raymond, qui est mathématicienne et qui est professeure des universités à l'ENS de Lyon, qui était entendue par votre commission ici au Sénat. Je vais vous parler du décrochage des filles, en fait très tôt dans la scolarité, et on arrive même à le localiser puisqu'il n'y a pas de différence essentiellement entre les filles et les garçons au début du CP. Et vous voyez par contre qu'en début de CE1, ce qui est représenté en bleu clair, eh bien les garçons sont devant partout. Donc c'est pas sur une capacité spécifique, mais vraiment sur tous les items qui sont mesurés. Donc l'addition, la comparaison des nombres, écrire les nombres entiers, les lire, les placer sur une règle graduée, reproduire un assemblage et résoudre des problèmes. C'est assez étonnant, hein. Ça veut dire qu'il suffit de quelques mois en fait pour que ce décrochage ait lieu. Décrochage finalement assez précoce. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le plan d'Elisabeth Borne et le fait de sensibiliser tous les enseignants dès la rentrée. Alors, pardon, c'est toujours facile assis sur mon fauteuil de dire pourquoi on n'a pas fait ça avant, mais quand même, quoi. C'est important, parce qu'en fait, c'est stéréotype. Si ce sont les professeurs qui sont les premiers à reproduire les biais, je gomme pas la responsabilité des parents, de l'environnement, etc., mais quand même. Ce sont des stéréotypes de genre qui sont intégrés dans les réflexes, dans notre société, et vous parliez des parents. Les parents aussi ont leur responsabilité dans le regard qu'ils portent sur leur enfant, fille ou garçon, dans les choix d'orientation aussi. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure la facilité ou pas qu'on accorde aux femmes pour se projeter dans la vie professionnelle, dans un parcours professionnel qui est souvent exigeant, que ça ne soit pas au préjudice d'une vie de famille et que, par exemple, lorsque les femmes se lancent dans la recherche, elles aient la possibilité d'avoir un poste fixe permanent sans avoir à attendre d'avoir 35 ans, sans juger quoi que ce soit, pour construire une famille. Et donc tout cela, peut-être que certaines femmes ne se lancent pas dans ces carrières parce qu'elles se disent « s'il faut que j'attende aussi longtemps, c'est pas la peine, je vais choisir une voie qui me permet de mieux concilier toutes mes attentes et mes obligations. » Charles Jacquemot, est-ce que c'est lié aussi au fait qu'il y a pas mal de professeurs des écoles, d'instituteurs, en Lyon il y a beaucoup plus d'institutrices, qui sont un peu moins bonnes en maths? Pardon, mais c'est peut-être aussi logique ce que je suis en train de dire. Donc en fait, le décrochage, c'est vraiment au CP, mais quand on arrive en début de CP, il n'y a pas du tout de différence entre les compétences en maths des filles et des garçons. Les filles sont meilleures en français, mais ça, c'est déjà vrai dès le CP. Et c'est au bout de quelques mois qu'on va voir cette différence. Là, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'enseignantes que d'enseignants, parce que c'est très féminin. Et qui sont moins à l'aise en maths Elles sont moins à l'aise en maths, et en fait, celles qui sont moins à l'aise en maths vont transmettre ce petit malaise aux jeunes filles, mais pas aux garçons. On ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, et notamment pour les former, pour leur dire « soyez à l'aise ». En fait, on est en CP, donc n'ayez pas peur des maths et ne transmettez pas cette peur des maths aux élèves que vous avez. Je vous donne la parole une dernière fois, Céline Delogère, parce que les biais dont on parle, ils existent aussi pour les créatrices d'entreprises. Vous nous avez dit que vous avez créé votre entreprise avec un garçon, mais c'est plus difficile, je crois, de lever des fonds, de convaincre des investisseurs quand on est une femme. Racontez-nous.
Oui, donc en fait en 2019 j'ai créé Eva Engines et donc on a été incubé notamment par Polytechnique, LVMH et d'autres incubateurs à Paris notamment. Et donc je me suis lancée dans des roadshows comme on appelle ça, donc rencontrer des investisseurs, pitcher sa boîte. Et effectivement, donc les investisseurs, enfin les boards d'investisseurs devant lesquels on pitch sa boîte sont souvent du coup des hommes. Et c'est pas évident de se sentir légitime. Comme on le disait tout à l'heure, souvent en tant que femme, on doit prouver 2 fois plus. Donc c'est vrai, j'ai vraiment eu cette impression de devoir vraiment prouver 2 fois plus. Et également de pas forcément me sentir légitime. Bon, alors il y a quelques initiatives de femmes voilà, qui sont aussi investisseurs et qui souhaitent encourager les femmes à se lancer et à lever des fonds. Mais souvent, en fait, c'est pas forcément des femmes dans la tech. Du coup, je pense que l'idéal serait vraiment de créer des boards vraiment diverses avec à la fois des femmes et des hommes et des gens qui ont différents backgrounds. Beaucoup. Mais c'est vraiment quelque chose, quand on lève des fonds en tant qu'entrepreneur femme, auquel on fait face. Merci. Et bon, finalement, je suis obligé de vous interrompre, c'est horrible. Je me retrouve à boucler un débat comme celui-là en coupant la parole à l'une de mes invitées. Merci beaucoup, Céline Delogère, et merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Et puis alors on va dire, pour terminer, aux parents, aux grands-parents qui nous regardent, surtout dites à vos filles, à vos petites filles, allez-y, lancez-vous, les maths, les sciences, tout ça c'est fait pour vous. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à lundi 18h 22h, puisque demain c'est le 8 mai. Bonne fête, bon week-end pour ceux qui partent. Merci encore Sophie de votre expertise, notamment dans notre première partie consacrée au Vatican. Aux dernières nouvelles, on n'a toujours pas le nom du nouveau pape. On va devoir attendre encore quelques jours. Merci encore, belle soirée et à très bientôt. Enfin.